процессов на мировой арене, а в контексте этих самых процессов, в контексте тех тенденций, dans le которые contexte de ces накапливаются и которые далеко не всегда grandes tendances идут в русле qui идеалов s'accumulent Организации Объединенных Наций, et не qui всегда vont идут в русле тех принципов, которые souvent à l'encontre des закреплены grands в principes, уставе des grands ООН. traités internationaux et des Мы principes qui sont видим, fixés dans, я подробно сегодня dans об les этом statuts говорил de l'ONU. нашему коллеге и другу J'ai Антонио Гутеррешу, pu мы видим, échanger en что profondeur в avec значительной notre степени ami эта et collègue ситуация Antonio Guterres накапливалась, pour faire une и analyse de la situation, comment ces решающем tendances sont accumulées. контексте, конечно, это происходило в Et результате взятого le нашими contexte американскими коллегами, décisif союзниками курса pour на ça, c'était безграничное расширение НАТО, la ligne утверждение adoptée однополярного par мира. les Américains et les alliés de l'OTAN, Что касается конкретно d'élargissement sans нашего limite, sans геополитического borne de l'OTAN, пространства, все это ce делалось в qui a интересах constitué сдерживания une Российской menace. Федерации. Tout cet Именно élargissement в est этих allé целях pour последовательно все эти constituer долгие годы Украина un использовалась как contre-pouvoir pour площадка, плацдарм contenir для la Russie. раздражения и Et pendant сдерживания нашей toute страны. cette période, Поощрялась активность les украинского alliés ont руководства по utilisé продвижению l'Ukraine comme законодательства, un запрещающего русский язык, русские средства массовой pour информации, irriter русскую культуру la и вообще Russie, par exemple, все русское, по сути pour дела. lutter И contre la параллельно с этим culture russe, законодательно en закреплялись limitant les droits des russophones, шаги, pour aller продвигавшие à и l'encontre des продвигающие до intérêts сих пор russes нацистскую теорию, et нацистскую en практику. confortant И, безусловно, генеральный l'idéologie секретарь et les прекрасно pratiques осведомлен о nazies. тех решениях, которые были оглашены президентом Путиным, Les о причинах, décisions о qui étaient целях, prises которые par le проводят président наши Poutine, военные c'était вместе clairement с expliqué ополченцами par Донецка и le président Луганска Poutine, на территории Украины. quelles étaient les Эти raisons цели qui ont amené заключаются прежде всего в à защите organiser мирного cette населения. opération И spéciale здесь мы en Ukraine, заинтересованы сотрудничать с essentiellement pour défendre les intérêts des civils. Et dans cet aspect, nous sommes prêts à coopérer très étroitement avec l'ONU et avec le comité international de la Croix-Rouge, avec le Haut Comité pour les réfugiés, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Il y a 2 mois, il y a eu un échange avec le ministère de la Défense et un groupe de travail a été créé. Il est basé dans l'enceinte du ministère des Affaires, dans l'enceinte du ministère de la Défense. Et cette cellule coordonne la livraison de l'aide humanitaire aux civils. Et grâce au travail efficace, 5 convois humanitaires de livraison de l'aide humanitaire ont déjà été organisés avec succès dans les régions de Donetsk, de Lugansk. Le ministère de Défense russe et aussi le ministère des situations d'urgence a par ailleurs organisé d'autres mesures humanitaires et nous allons maintenant encore renforcer la coordination de ce travail et renforcer notre coopération dans la matière humanitaire en précisant les mesures concrètes qui sont adaptées aux besoins du terrain. Nous avons aussi parlé en général de la situation, comment ces questions peuvent être traitées en dehors des formats habituels de l'ONU, parce qu'on assiste à une prolifération des nouveaux formats
qui sont positionnés sur la scène internationale comme des nouveaux formats, comme par exemple l'Alliance de multilatéralistes. Est-ce que cette institution n'est pas en concurrence avec l'ONU? Ou par exemple le sommet de la démocratie? Qu'est-ce que c'est que cette institution, le sommet de la démocratie? Encore une fois, ce sont les petites sonnettes d'alarme qui sapent les fondements et les règles de base de fonctionnement de l'ONU et qui vont à l'encontre des principaux traités et du statut de l'ONU. Vous savez que le principe clé, c'est la souveraineté et l'égalité de tous les États. Et je pense qu'il s'agit de réancrer, réaffirmer les principes de base de l'ONU dans ce contexte. Et je suis très reconnaissant à cette initiative du président du Conseil. Ça démontre l'intérêt qui est prêté au dialogue régulier et au dialogue permanent avec le secrétariat général. Et je pense que nous avons besoin d'un dialogue franc et ouvert pour revenir aux sources, à la source, revenir vers les statuts de l'ONU et pour qu'on puisse promouvoir le multilatéralisme. Et je suis très reconnaissant au secrétaire général de m'avoir bien écouté. Chers journalistes, en tant que secrétaire général des Nations Unies, je me suis rendu à Moscou en tant que messager de la paix. Un objectif et un programme. Mon programme et mon objectif est lié à sauver des vies et à réduire les souffrances. J'ai eu une conversation très franche avec le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, et une chose est claire, il y a deux positions différentes sur la situation, ce qui est en train de se passer en Ukraine. Selon la Fédération de Russie, ce qui est en train de se passer, c'est une opération militaire spéciale avec un objectif annoncé. Selon l'ONU, conformément à la résolution passée par l'Assemblée générale, l'invasion de la Russie contre l'Ukraine est une violation de son intégrité territoriale et va contre la Charte des Nations Unies. Toutefois, je suis convaincu d'une chose, c'est que plus tôt nous mettrons un terme à cette guerre, mieux cela sera pour le peuple ukrainien, pour le peuple de la Fédération de Russie et pour le peuple du monde. Les Nations Unies ont à plusieurs reprises demandé un cessez-le-feu pour protéger les civils et faciliter le dialogue politique afin de trouver une solution. À ce jour, ce cessez-le-feu n'a pas pu être mis en œuvre. Aujourd'hui, dans tout le Donbass, une bataille violente est en cours avec énormément de destruction, une situation catastrophique. Beaucoup de civils sont tués et des centaines de milliers de personnes sont dans une situation très dangereuse, piégées par le conflit. Je suis préoccupé par les différents rapports de violation du droit international, du droit humanitaire international. Ces violations qui nécessitent d'être... C'est une violation qui doit faire l'objet d'une enquête indépendante. Nous avons besoin de mettre en place des couloirs humanitaires qui sont réellement sûrs et effectifs. Des couloirs humanitaires respectés par toutes les parties prenantes afin d'évacuer les civils et de donner accès à l'aide humanitaire. À cet égard, j'ai proposé la création d'un groupe de contact qui rassemble la Fédération de Russie, l'Ukraine et les Nations Unies afin de se pencher sur des possibilités d'ouverture de couloirs humanitaires avec une cessation des hostilités et pour garantir que ces couloirs humanitaires soient effectifs. En parallèle, nous reconnaissons que nous sommes confrontés à une crise, au sein d'une crise à Mariupol. Des milliers de civils ont besoin d'une aide humanitaire vitale et beaucoup de civils ont besoin d'être évacués également. Les Nations Unies sont prêtes à mobiliser ces ressources logistiques et humanitaires afin de sauver des vies à Mariupol.
Ma proposition est d'avoir un travail coordonné avec les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération les forces ukrainiennes et russes afin de permettre l'évacuation sur des civils qui souhaitent quitter Mariupol dans l'usine Azovstal et dans la ville, qu'ils puissent partir où ils veulent et également permettre l'accès de l'aide humanitaire sur place. Et cela ne concerne pas simplement la situation en Ukraine. Nous voyons qu'il y a des répercussions dans le monde entier. On a vu une augmentation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, une augmentation des prix qui avait déjà lieu l'année dernière. Ces augmentations de prix entraînent énormément de souffrance à des centaines de millions de personnes les plus vulnérables à travers le monde. Et ceci vient en plus du choc de la pandémie de Covid-19 et un accès difficile à la reprise qui pénalise principalement les pays les plus vulnérables dans le monde. Et donc, plus vite nous trouverons la paix, mieux cela sera pour l'Ukraine, pour la Russie et pour le monde. C'est très important. Il est très important, même en cette période de difficulté, très important de continuer à faire vivre les valeurs du multilatéralisme. Nous avons besoin d'un monde multipolaire, nous avons besoin d'un monde avec des institutions multilatérales et ces institutions multilatérales doivent respecter la Charte des Nations Unies et le droit international. En respectant la Charte des Nations Unies et en reconnaissant le droit international, il est important de reconnaître l'égalité des États et nous espérons que ces institutions seront un instrument qui nous permettront à nouveau de nous réunir en tant qu'êtres humains et de relever les grands défis auxquels nous sommes confrontés, le changement climatique, les épidémies et bien d'autres. Et la seule guerre que nous devrions mener, c'est la guerre contre les personnes qui mettent la planète en danger. Okay. Bonjour, je suis Geeta Mogun de India Today. J'ai une question à poser à deux intervenants. Monsieur Guterres, il y a des allégations et des contre-allégations concernant les faits de génocide, de crimes de guerre, de boucliers humains. Il y a également des rapports sur l'utilisation d'armes biologiques et chimiques. Vous avez parlé de groupes de contact et de couloirs humanitaires. Vous avez également parlé d'enquête. Est-ce que les Nations Unies vont se pencher sur une enquête indépendante pour créer une équipe d'investigation pour se pencher sur les faits sur le terrain? Et ma question au ministre russe des Affaires étrangères, les deux côtés, que ce soit la communauté internationale ou l'ONU, se penchent sur une possibilité de négociation et de cessez-le-feu. Est-ce que la Russie devrait chercher... Est-ce qu'il y a un pays, une organisation qui pourrait agir comme un médiateur, qui la Russie souhaiterait voir devenir une agence de médiation? Merci. Le secrétariat des Nations Unies n'a pas le pouvoir de lancer des investigations de ce type. Nous avons la Cour pénale internationale, nous avons différents dispositifs qui existent. Dans le système des droits humains, il y a une commission d'enquête, mais ce n'est pas mon intention de promouvoir une enquête moi-même, je n'en ai pas le pouvoir. Toutefois, je pense qu'il est très important qu'il y ait une enquête indépendante afin d'être totalement crédible et d'avoir une reddition de comptes totale. Да, что касается адресованного мне вопроса, я сначала хочу сказать про те позиции, которые мировое сообщество занимает. Je voudrais aussi commenter les positions de la communauté internationale et comment l'ONU doit prendre à son compte ces positions en conformité avec ces principes de la souveraineté égalitariste que j'ai déjà invoqués ici. Donc, le secrétaire général a cité la résolution qui condamne la Russie pour la violation de la souveraineté et l'intégrité territoriale
territoriale de l'Ukraine. Mais je voudrais vous rappeler que cette résolution n'a pas fait objet de consensus. Plusieurs membres des délégations se sont plaints que dans les couloirs, dans les coulisses, nos amis américains ont attrapé les délégués pour forcer la prise de vote et ils ont plusieurs manettes. Et pour certains, les enfants font les études aux États-Unis, d'autres ont aussi des liens. Et malgré ces tensions des couloirs, un grand nombre de pays n'ont pas souscrit à ce vote, à cette résolution. Et aussi, je rappelle le principe sacro-saint des résolutions prises au Conseil de sécurité. C'est là où 15 membres votent pour telle ou telle décision. Et vous savez que c'est par ce consensus que la résolution a été adoptée concernant ce qu'on appelle le paquet de mesures de Minsk. Et c'était justement un paquet très complexe qui prenait en compte toutes les questions nécessaires pour résoudre le conflit dans la région de Donetsk et de Lugansk. Et pour mettre en œuvre ce paquet de mesures, tout ce qui a été demandé, c'est d'assurer un statut d'autonomie spéciale pour ces régions de Donetsk et de Lugansk. Il fallait évidemment adopter pour ça les amendements dans la Constitution, dans le cadre de la réforme de décentralisation, mais en maintenant le cadre général de l'intégrité territoriale et tenir les élections dans ces régions. Et je ne rappelle pas, pendant toutes ces années où le régime de Kiev a littéralement saboté la mise en œuvre de ces mesures, je ne me rappelle pas à ma mémoire des réactions exprimées par le secrétariat général de l'ONU. Et là, je pense qu'on se connaît suffisamment avec Antonio pour se dire, voilà un moment de vérité. Il y a des non-dits, on ne peut pas continuer avec les non-dits. Soit il y a une puissance avec un groupe de satellistes décide pour tout le monde, et ça c'est un monde, ou alors le monde continue vivre et agir selon les statuts de l'ONU. Mais après, il faut que cet arbitrage se fasse et il faut avoir les réponses à un certain nombre de questions. Et je pense que la plupart des pays, compte tenu de leur histoire, de leur culture, ils seraient en faveur de cette deuxième solution, parce que c'est justement l'organisation qui a permis ce bon fonctionnement du monde, qui a permis à cette institution d'être un catalyseur, une plateforme de dialogue, d'un dialogue franc, sans menace, sans ultimatum, et sans recours à la force que ce soit financière ou autre, où nos collègues souvent ont recours et utilisant tous ces trafics d'influence et autres moyens très douteux. Eh bien, je vous rappelle les faits. Au début du mois de mars, il y avait déjà une certaine avancée dans les négociations. Et il y avait des communiqués réconfortants. Mais ensuite, la conduite du président Zelensky et des nouveaux communiqués, des nouveaux commentaires, eh bien, cela nous a attristés.
Et quand on entend maintenant des nouveaux types d'appels, qu'on ne laissera pas la Russie, donc on va affaiblir la Russie de sorte qu'elle ne puisse pas refaire ce qu'elle a fait. Et évidemment, et si en plus on suit la voie de militarisation et de bourrage en termes de livraison d'armes, eh bien, c'est une voie et on répond en conséquence. Mais nous, on préfère agir dans une autre voie, avancer en termes de couloir humanitaire et en ce qui concerne le bataillon Azov, qui garde toujours la résistance d'Azovstal. Vous savez que ce bataillon a une symbolique nazie, la swastika. Et le président Zelensky, vous savez, il a même dit une chose pire. Il a dit des bataillons comme Azov, on en a beaucoup. Et vous imaginez à quel point c'était une révélation pour le monde occidental. Il s'est dévoilé complètement dans cette pensée. Eh bien, c'est l'état des faits. La négociation, les sessions de négociation se poursuivent. Nous nous sommes déjà rencontrés 3 fois sur le territoire de la Biélorussie. Nous nous sommes déjà rencontrés à Istanbul à plusieurs reprises. Nous sommes très reconnaissants aux médiateurs pour leur hospitalité, mais il est trop tôt encore pour parler des avancées parce que nous attendons encore les réponses de la partie ukrainienne concernant la dernière version que nous avons soumise. Cette version d'ailleurs a été soumise il y a une dizaine de jours. Donc, on n'a toujours pas reçu de réponse et on a entendu la réponse de Zelensky qui a dit qu'une semaine après, n'a pas vu encore ce texte. Toutes les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, si j'ai quelque chose à regretter, c'est le fait que les Nations unies n'ont pas pu participer, n'ont pas été autorisées à participer à la réunion en format Normandie pour suivre l'accord de Minsk et pour former une opinion claire sur l'échec de l'accord de Minsk. Parallèlement, j'aimerais dire que je comprends que la Fédération de Russie a de nombreux griefs. Toutefois, la Charte des Nations Unies prévoit un bon nombre de dispositifs, de mécanismes qui permettent de faire remonter ces griefs, notamment en ayant recours à la Cour de justice, la Cour internationale de justice ou d'autres dispositifs si tous les autres recours prévus par la Charte échouent. Et il y a une chose qui est évidente, qui est vraie, qui ne fait l'objet d'aucune remise en question. C'est qu'il n'y a pas de soldats ukrainiens sur le territoire de la Fédération de Russie, mais il y a des soldats russes sur le territoire ukrainien. Et c'est vrai, je le confirme. Lenta.ru. Valentina Schwarzman, l'agence Lenta.ru. Aujourd'hui, un peu plus tard dans la journée, il y a une résolution déposée par le Liechtenstein concernant le droit de veto. Il s'agit donc l'usage du droit de veto quand un des membres du Conseil de sécurité dépose son droit de veto. Quelle est l'attitude de la Fédération de Russie concernant cette initiative. Et cette initiative qui propose, je rappelle, d'abroger le droit de veto après le vote à l'Assemblée générale. Et je voudrais poser la même question à M. Guterres, vous en tant que secrétaire général. Est-ce que vous pensez qu'il faut réformer ce mécanisme du droit de veto?
En ce qui concerne la résolution qui était, le projet de résolution qui a été déposé devant l'Assemblée générale, c'est clairement stipulé. Elle n'aura pas d'impact sur le processus de réforme des Nations Unies qui est en cours depuis plusieurs années, et je peux vous réaffirmer que le droit de veto, c'est un des piliers des Nations Unies. Il ne sera pas abrogé. En fait, ce serait la fin des Nations Unies si on abroge le droit de veto, parce que les grands États, et tous les États d'ailleurs, s'appuient toujours sur le principe de consensus. Et donc, le monde a changé. Le monde a changé, c'est un fait. Et les Américains veulent éterniser le monde unipolaire, mais c'est une époque révolue. Et il faut justement réformer les Nations Unies dans l'autre sens. Il faut déoccidentaliser, parce que dans les 6 postes au Conseil, 6 postes appartiennent à des puissances occidentales. Et il faut offrir plus de parité, plus de voix pour les pays asiatiques, pour le continent africain. Et nous avons souvent évoqué la place pour l'Inde et le Brésil, mais aussi il faut aussi la candidature africaine. C'est pour ça que la résolution que vous avez évoquée concernant les situations post-usage de veto au Conseil de sécurité, ça n'a rien à voir avec ces conséquences institutionnelles. Et nous sommes prêts de travailler sur la refonte des institutions, toujours sur la base d'un consensus, parce qu'on voit comment ces choses aussi peuvent dériver, comment un certain nombre de voix s'accumulent dans le sens qui est dans l'intérêt de certains États, notamment les États-Unis. Mais je rappelle qu'on peut prendre des décisions non seulement en utilisant le droit de veto ou plusieurs droits de veto, mais aussi par la voie d'abstention de plusieurs États, jusqu'à 7 États. Et là aussi, c'est une situation de division au sein du Conseil de sécurité. Donc, il faut aussi assainir la situation. En fait, si l'État recourt au droit de veto, ça veut dire qu'il y a des fondements valables et légitimes qu'elle fait valoir. Et c'est ce que nous faisons toujours. Nous expliquons toujours, en ce qui nous concerne, cette position. Interpréter ce qu'il y a tant d'années, les personnes ont essayé de créer avec la charte. Je pense que le veto a été créé pour éviter une situation dans laquelle une confrontation entre les membres du groupe permanent, une confrontation pourrait entraîner une nouvelle guerre mondiale. Et donc ce veto était une sorte d'élément introduit afin d'éviter ce type de danger. Il est également vrai que le temps a passé et le veto a probablement été utilisé trop souvent dans certaines circonstances. Il était utilisé pour respecter ou pour protéger les intérêts vitaux d'un pays. Et donc je suis tout à fait en faveur d'une utilisation modérée du droit de veto, mais évidemment je ne me fais aucune illusion sur la possibilité de changer ce droit. Je ne pense pas qu'il sera possible d'obtenir une majorité à 2/3 à l'Assemblée générale avec les 5 membres permanents qui seraient d'accord pour transformer le droit de veto. Mais je pense également qu'il est important d'élargir le Conseil de sécurité afin d'avoir une représentation plus équilibrée, en particulier pour inclure des pays
du continent africain. L'Afrique est une double victime du colonialisme. Premièrement, parce que c'est un continent qui a souffert du colonialisme, et deuxièmement, parce que bon nombre des pays africains ont gagné leur indépendance lorsque les institutions avaient déjà été créées. Donc l'Afrique est sous-représentée dans le processus de décision dans la plupart des institutions multilatérales qui avaient donc déjà été créées. Donc je suis convaincu qu'une représentation plus forte des pays en développement dans de nombreux domaines des institutions de Bretton Woods au Conseil de sécurité serait une réforme importante. Télévision chinoise. Mes questions s'adressent au ministre Lavrov. Quelle était la réponse de la partie russe concernant la tenue de sessions spéciales à Mariupol? Les négociations à Mariupol. Deuxième question. Quelles sont les mesures entreprises concernant l'augmentation de livraison d'armes américaines aux Ukrainiens? Oui, j'ai entendu cette proposition très théâtrale de l'équipe des négociateurs ukrainiens. C'est justement la même équipe qui a été en session d'abord à Bélarus et ensuite en Turquie et qui a proposé la prochaine session au pied de l'usine Azovstal. Bon, les Ukrainiens, ils aiment bien le côté théâtral et ils voulaient sans doute avoir encore une mise en scène très, très dramatique et déchirante. Mais si ils voulaient vraiment s'attacher à des choses constructives, il ferait mieux de préparer leur réponse à nos propositions qui leur a été adressées, comme j'ai dit déjà, il y a une dizaine de jours. Mais que 7 jours après, le président Zelensky n'a pas vu encore, n'a pas encore étudié. En ce qui concerne la livraison des armes aux Ukrainiens, au début, ils ont préféré laisser faire l'Europe et ensuite, ils ont aussi fait des pas en ce sens, même malgré nos avertissements, parce que nous avons bien dit que à chaque fois où les livraisons d'armes ou les armes se trouvent sur les territoires ukrainiens, ça devient une cible légitime pour nos troupes. Et vous savez ce qui s'est passé dans le Donbass pour toutes les puissances qui faisaient partie du format Normandie, comme la France et l'Allemagne, ou qui ne faisaient pas partie de format Normandie. Ils savaient très bien la situation qui était dans le Donbass. Il y avait des persécutions de toute la population russophone du Donbass et aussi la persécution des droits des russophones sur tout le territoire ukrainien. Regardez quelles étaient les mesures adoptées à l'encontre de la langue russe, à l'encontre des médias russes. On interdisait non seulement les chaînes russes, mais aussi les chaînes ukrainiennes qui appartenaient à des partis politiques d'opposition. Et en fait, les mesures allaient plus loin. C'est une vraie idéologie nazie qui se propageait à l'échelle du pays. Et tout le monde se détournait le regard de ça, se détournait les partenaires du format Normandie également. Et entre-temps, on a déjà armé les Ukrainiens et on a construit des bases militaires. Par exemple, cette base sur le littoral de la mer d'Azov a été construite par les Américains et les Britanniques bien en amont et quand, comme dernière tentative, ultime tentative, nous avons proposé aux Américains d'avoir un nouveau traité de sécurité et une nouvelle alliance, eh bien,
nos propositions n'ont pas été entendues. Et donc, comme l'Occident n'a pas tenu ses promesses de ne pas aller dans sa sécurité à l'encontre de la Russie, eh bien, c'est notre réponse. L'agence Sputnik. Mes questions s'adressent aux deux intervenants. Récemment, le premier diplomate du gouvernement du Taliban a été accrédité en Russie. Est-ce que ça veut dire par là la reconnaissance du gouvernement du Taliban? Et est-ce qu'il y aura une poursuite de coopération avec le gouvernement inclusive selon l'agenda qui a été proposé récemment par le président iranien? Et deuxième question, comment vous commentez la confiscation, le gel et confiscation des actifs russes à l'étranger, notamment aux États-Unis, et comment vous commentez les pratiques de refus de visa pour les diplomates russes? Ça, c'est la question pour le secrétaire général. Et quelles mesures entreprend le secrétariat des Nations Unies pour rétablir ces pratiques diplomatiques? Et la question concernant le déblocage de gel des actifs afghans, quelles mesures ont été entreprises pour débloquer les actifs et pour empêcher la crise économique dans l'Afghanistan? Je confirme qu'un diplomate taliban est déjà accrédité à Moscou, mais ça ne vaut pas la reconnaissance officielle du gouvernement de Taliban. Et là, nous sommes à l'unisson avec tous les pays voisins de l'Afghanistan qui ont récemment participé à une grande conférence organisée par la Chine et à laquelle ont également participé le Pakistan, l'Iran et les autres voisins. Nous pratiquons la politique réaliste et nous maintenons des contacts réguliers par le biais des ambassades, par les représentations économiques. D'ailleurs, je remarque que pendant l'époque soviétique, 140 fleurons de l'industrie afghanes ont été construits et financés par l'Union soviétique. Et par la suite, dans les périodes postérieures, il n'y avait plus d'investissement en capital. Vous savez comment ça s'est terminé d'ailleurs, le règne suivant. Et donc, nous comprenons que si le gouvernement actuel tient ses promesses en créant un gouvernement inclusif, mais pas sur le plan politique, parce qu'actuellement, il y a déjà les représentants des autres ethnies au sein du gouvernement du Taliban, par exemple les Tadjiks ethniques, les Ouzbeks ethniques, mais ils sont tous talibans. Et nous prenons le principe inclusif sur le plan politique et religieux. Et si ce gouvernement est formé, la situation va vite évoluer vers la reconnaissance. Le président Karzai et nos contacts que nous maintenons avec le mouvement taliban, nous les encourageons à suivre cette voie. En commençant par l'Afghanistan. Dès le début, nous avons décidé de nous engager activement avec les talibans. Et nous avons une grande opération humanitaire en Afghanistan. Toutefois, nous reconnaissons que l'aide humanitaire ne suffit pas. En l'absence de liquidité dans l'économie afghane, l'effondrement de cette économie peut avoir des conséquences catastrophiques pour le peuple afghan. C'est la raison pour laquelle nous avons avancé que la communauté internationale doit créer les conditions pour que des liquidités soient injectées dans l'économie
pays afghane. Nous l'avons fait nous-mêmes. L'ONU envoie de l'argent, 500 millions de dollars envoyés à l'Afghanistan. Nous avons également encouragé la Banque mondiale à intervenir. La Banque mondiale qui va pouvoir débourser des fonds qui sont prévus pour l'Afghanistan. Et nous travaillons également en étroite collaboration avec la Banque centrale et le Trésor américain pour retirer, supprimer les obstacles qui existent toujours et qui existent toujours, et donc nous souhaitons les supprimer pour dégeler les actifs qui sont disponibles. Nous espérons que ça en profitera à tout le pays, tous les membres du pays qui ont des actifs gelés. Évidemment, nous pensons qu'il faut tout faire pour le bien du peuple afghan. Toutefois, nous travaillons également sérieusement avec les talibans sur la question de l'inclusivité du gouvernement, l'inclusivité, l'égalité homme-femme, une parité homme-femme, des Ouzbeks, des Tadjiks, etc. Avoir une bonne inclusion de ces peuples dans le processus politique en Afghanistan. Concernant le besoin de l'Afghanistan, ou s'assurer que l'Afghanistan ne soit pas une base pour les activités terroristes en dehors de son territoire, et lutter également contre le terrorisme dans le territoire, et nous travaillons également sur le besoin, sur le respect de droits fondamentaux. Alors il y a deux questions de préoccupation pour moi. Premièrement, la possibilité que le gouvernement, la possibilité pour les filles d'aller à l'école secondaire, universitaire. Il y a une décision négative prise ces derniers temps. J'espère qu'elle sera supprimée. Et également le droit des femmes à travailler et à exercer une profession dans le pays. D'ailleurs, le personnel féminin des Nations Unies est autorisé à travailler pour le moment. Alors, d'un autre côté, nous pensons qu'il est très important que tous les États membres, y compris la Fédération de Russie, aient un traitement normal des demandes de visa. Il est essentiel d'avoir la pleine participation de tous les pays dans ces procédures, et nous allons continuer à adopter une position très claire avec ces pays afin de garantir que nous pouvons aller rapidement dans cette direction. Et la deuxième question a été traitée par mon collègue. C'est la manière des diplomates agir en concertation.